Pour cette masterclass, on a divisé en 3 parties, sous la forme de 3 jeux. Et moi, je vais vous parler du jeu de domino. Pourquoi le jeu de domino? Parce qu'en général, on dit qu'un mot va enchaîner quelque chose, etc. Et il y a des choses qui en découlent, par exemple un mot, une chanson, un clip, une tournée, etc. Si vous aviez une chanson que vous avez faite, ce serait laquelle que vous donneriez en premier? Je pense que c'était beau. Okay. Pour moi, disons que c'est une de mes chansons préférées et j'adore toujours la chanter, je la revendique toujours. D'où vous vient votre inspiration en général? Est-ce que ça vous vient de votre quotidien, de ce que vous voyez, d'artistes que vous écoutez, des autres arts? En fait, ça me vient surtout de mes ressentis, de ce que je vis effectivement au quotidien dans les relations humaines, quoi. Et après, effectivement, des musiques d'artistes ou parfois des photos peuvent me toucher et vraiment faire qu'il y a une idée qui rebondit par rapport à ce qu'eux ont proposé, ont évoqué. En fait. Dans quelle atmosphère vous aimez être pour créer, pour composer? Est-ce que vous avez un endroit cocooning? Et comment êtes-vous venu à l'écriture surtout? En fait, j'aime beaucoup écrire et composer dans le calme. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mal à ne pas écrire chez moi, en fait. Et je sais que j'aime beaucoup avoir mon bureau, mon lieu pour écrire. Après, je suis venue à l'écriture pas malgré moi, mais en fait au début, quand je composais des morceaux, j'écrivais en anglais. Je chantais en créant la mélodie et du coup c'est une sorte de yaourt en anglais qui venait, le fameux yaourt. Kito justement m'a dit mais tu devrais chanter en français. Et il y a eu tout un travail d'écriture qui a été vraiment difficile au départ parce que apprivoiser le français en voulant le faire sonner d'une certaine manière, c'était vraiment pas évident et c'est toujours un travail de longue haleine, même encore maintenant. Et je suis un peu rassurée parce que quand je parle avec d'autres artistes qui écrivent en français, je constate qu'ils ont les mêmes errances, ils sont dans les mêmes méandres, et écrire c'est le plus dur en fait, je trouve, en tout cas personnellement je trouve que c'est le plus dur. Mais c'est un beau défi aussi, et quand ça sonne et que quelqu'un entend vos mots, c'est génial, quoi. Alors, votre dernier album a été écrit dans le style bossa nova. Et justement, comment ça se passe de chanter dans une langue étrangère? Là, c'est plus de l'anglais dans le dernier album. Et pourquoi en fait cette idée de créer un album finalement bien différent quand même des trois autres? En fait, la bossa, c'était une musique que j'aime depuis très longtemps. Et en fait, j'en jouais un petit peu pour moi, comme ça, musicalement, j'y trouvais vraiment mon compte, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des mélodies, c'est magnifique, les harmonies aussi sont magnifiques. Et en fait, j'avais besoin de faire une parenthèse par rapport à mes morceaux à moi, où parfois, on ne sait plus vraiment ce qu'on ressent, en fait. Et je pense que j'avais besoin de chanter les mots des autres, en fait, et de me positionner en tant qu'interprète. Et aussi, je me suis dit, il y a un moment, faut essayer de passer un peu le pas et arrêter de se dire que ce que je me disais, c'était pas pour moi et je me sentais pas vraiment à la hauteur, parce que c'est une musique tellement exigeante et qui met tellement la barre haut qu'on se dit, est-ce que je vais être bien dans ce rôle et est-ce que je vais pouvoir interpréter ça? Et du coup, en fait, je me suis fait plaisir et c'était une parenthèse musicale qui m'a allégée, qui m'a redonné, je pense, un petit peu confiance aussi en moi. J'ai pas l'habitude trop d'avoir confiance en moi, mais ça m'a un petit peu, ça a soigné quelque chose en fait au niveau de la musique. Et justement, on sent vraiment cette idée de voyage. Est-ce que c'est une réelle source d'inspiration de voyager? Est-ce que quand vous êtes dans un endroit, un autre pays, vous êtes plus enclin à écrire de nouvelles chansons, peut-être un style différent de ce que vous écrivez par exemple en France? En fait, pas forcément. C'est quand je suis dans un autre pays, je vis ce que j'ai à vivre et surtout ce que j'aime dans les voyages, c'est que on est confronté à d'autres choses, à d'autres gens, on est obligé un petit peu de prendre sur soi pour communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas. Et quelque part, on est obligé un petit peu on est un peu poussé dans ce retranchement. On se voit différemment, c'est-à-dire qu'on redevient un inconnu pour soi, parce qu'on est un inconnu pour les autres. Et du coup, on est obligé de reconstruire des choses pour faire un pont vers les autres.
Et c'est toujours enrichissant. C'est quand je rentre chez moi après qu'il en vient des choses, mais sur place, je profite, je voyage, j'écoute des choses, je me nourris des gens que je rencontre, avec qui je parle, et c'est surtout c'est même des moments même sans parler. C'est-à-dire que par exemple au Japon, une fois j'étais dans des sortes de tout petits bars, des tout petits restaurants avec 3-4 chaises et c'est tout. Et il y avait une dame qui parlait donc japonais, et pas un mot d'anglais du tout. Et en fait, elle m'a juste donné une petite poupée porte-bonheur quand je suis partie du restaurant. Et moi, je lui ai baragouiné, je ne sais pas quoi, pour lui dire que le lendemain, je jouais. Et je ne savais pas s'il avait compris ce que j'avais dit. Et le lendemain, elle est venue au concert et la voir comme ça, alors qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle ne savait même pas vraiment ce que je chantais. Et voilà. Et cette petite poupée, là, ça a été un petit pont comme ça. Et on ne s'est pas échangé énormément de mots. Mais il s'est passé quelque chose, quoi. Et ça me plaît beaucoup. En fait, je préfère les choses qui se communiquent dans le silence, quelque part, même si je fais de la musique, mais je trouve que les choses, parfois, sont plus belles quand elles sont dans l'air, en fait. Elles ne sont pas prononcées, forcément. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent des musiques et qui ne finissent jamais, des chansons. Est-ce que vous dérogez à cette règle et est-ce que c'est vraiment dur de trouver une fin ou une introduction à une chanson? Alors en fait non, je ne déroge pas à cette règle du tout. En fait j'ai beaucoup de morceaux que je n'ai pas finis parce qu'il y a un moment où je trouve que c'est pas vraiment convaincant. Et j'essaye de m'entraîner à les finir parce qu'effectivement si on ne les finit pas, si on ne voit pas à quoi ça peut aboutir, c'est un peu dommage, quoi. On ne saura vraiment jamais ce qu'ils avaient à nous dire. Donc j'essaye de les finir. Alors il y en a certains que j'ai finis et je me suis dit vraiment ça aboutissait à rien. Vraiment, c'était pas la peine. En fait, des fois, on peut commencer des choses qu'on trouve pas vraiment bien. Il faut beaucoup, beaucoup écrire et produire de choses. En fait, on jette beaucoup de choses, en fait. Et faut pas avoir peur, des fois, de composer des choses qui sont un petit peu, qu'on estime un peu transparentes ou pas importantes. En fait, c'est du déchet qui est nécessaire, en fait. Et ça permet c'est comme des toxines du corps, quelque part, où c'est des choses qu'on doit éliminer comme ça et qui, à un moment, laissent un vrai oxygène, des vraies cellules qui se reproduisent et qui font une belle chanson, quoi. Et pour moi, c'est comme de la biologie, en fait. Et donc, faut accepter ces moments un peu où on se dit on n'a pas trop envie de le finir, mais il faut aboutir quand même. Ça vous arrive de les reprendre, du coup, parfois? Ça m'arrive, il y a des morceaux que j'ai repris. En fait, là, je suis en train de terminer mon prochain album. Et en fait, il y a des morceaux qui m'ont pris 2 ou 3 ans, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, j'ai un refrain qui n'a pas trouvé son couplet, un refrain que j'ai trouvé en 5 minutes. Et des fois, je vais me dire, mais cette chanson, en fait, j'ai trouvé en 5 minutes. Sauf que le couplet, je le trouve en 5 minutes, mais 2 ans après, quoi. Et des fois, les choses ne sont pas forcément là, voilà, tout de suite, et il y a un moment, il y a des petits miracles comme ça qui arrivent, et enfin, la chanson se finit. Et on lui donne aussi le droit d'exister. Et puis c'est aussi le fait que parfois on amorce des choses et finalement on ne se sent pas prêt à se les révéler et à les dire aux autres. Et en fait ça me fait penser à Mathieu Bogart qui avait dit une phrase que je trouve tellement juste. Et il dit mais les chansons elles existent déjà dans l'artiste. C'est juste qu'à un moment l'artiste la dévoile. Mais cette chanson elle est là peut-être depuis 4 ans, 8 ans, 15 ans. Mais il y a un moment où on se dit tiens allez j'ouvre cette porte. Et il faut juste accepter d'ouvrir cette porte, en fait. Alors, est-ce que votre amour pour la musique est permanent? Est-ce que c'est le même aujourd'hui qu'hier? Est-ce que des fois vous en avez assez de la musique? Vous avez des périodes de creux, entre guillemets? Alors ça, c'est une grande question et des fois, c'est difficile d'y répondre. Parce que, voilà, on voudrait ne pas répondre ça, mais on le répond quand même. Disons que j'ai pas le même amour de la musique que j'avais quand j'étais adolescente. Où pour moi, la musique, c'est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire que mes premières sensations, mes premiers bouleversements liés à la musique, c'était quand j'avais 14 ans, et il y a des choses c'est un volcan, quoi. C'est quelque chose qui vous êtes plus pareil en 2 minutes, tout a changé en vous, quoi. Vous êtes bouleversé, et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup moins maintenant. Et des fois, je suis un petit peu nostalgique de cette étape-là de ma vie où je découvrais des morceaux pour la première fois, quoi, de la musique, que ce soit Led Zeppelin ou Jimi Hendrix.
c'est des chocs musicaux et c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'ai un peu une nostalgie de ça. Et parfois, j'aime plus la musique. Parfois, bien sûr, il y a des moments de creux et j'en ai eu et peut-être que j'en aurai encore. Et voilà, ça, c'est la vie. Des fois, je peux me sentir vide en fait. Des fois, et les gens attendent de moi de la musique, mais parfois, j'ai rien à dire, quoi. Parfois, il faut qu'il y ait un moment, il y ait une sorte de blanc comme ça qui se passe. Et des fois, j'ai vraiment un rapport d'amour-haine avec la musique. Et c'est vrai que il faut accepter en fait de s'en éloigner un petit peu. Il faut accepter qu'à un moment, ça ne nous fasse plus la même chose. Et après, par des chemins un peu détournés, ça revient d'une certaine manière. Et peut-être ce qui peut me faire aussi vibrer à nouveau sur la musique, c'est de voir des jeunes artistes et de les entendre et de voir que pour eux, c'est cette fraîcheur ça redonne une flamme en fait. Mais c'est vrai que comme c'est un métier qui est difficile, et du coup, en fait, vous voyez tout ce qui est en coulisses en fait. C'est-à-dire que je fais plus de la musique comme quand j'en faisais quand j'étais adolescente dans ma chambre et que personne m'écoutait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y avait pas de... Mais à partir du moment où il y a un public, où il y a des médias, où il y a des gens qui vous ont aimé avec cette manière, et du coup il y a une attente, et il faut combler l'attente ou pas, où il y a un moment ils veulent de la surprise, en même temps ils veulent vous retrouver tel que vous étiez quand ils vous ont aimé. Enfin, il y a un moment où ça devient un déluge et ça devient une spirale, et se retrouver là-dedans et s'écouter, ça devient difficile, et retrouver la spontanéité des débuts, c'est pas évident. Mais je pense que c'est aussi s'entourer d'autres personnes, se refaire un autre entourage musical, un autre entourage de travail, même un entourage, je veux dire, professionnel, c'est-à-dire de maisons de disques, qui font qu'à un moment, ça donne une autre énergie et on peut se recréer en rencontrant d'autres personnes. Est-ce que vous avez des regrets liés à votre profession ? Disons qu'il y a des choses où, par manque de courage, j'ai pas réussi à dire non. Et j'aurais dû le dire, c'est-à-dire que pour moi, j'ai des regrets par rapport à certains clips où je trouve que vraiment, ils m'ont fait n'importe quoi. Enfin, et pourtant, il y a un moment, je me suis dit, bon là, faut que je m'impose plus et que je dise là, c'est pas pour moi, ça ne va pas. Et disons que tous ces trucs où je pense que c'est les rapports avec les maisons de disques parfois, où il y a un moment, ils ne vous accompagnent pas de la bonne manière et j'aurais dû plus être imposer des choses et dire voilà, ça ne va pas me porter, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il faut se reconstruire parce que c'est des choses d'image et tout. Et enfin, heureusement ou malheureusement, dans la musique aussi, il y a beaucoup d'images. Et moi, c'est vrai que moi, j'aime pas me voir, j'aime pas faire les photos, j'aime pas faire les clips et tout. Et il y a cette étape-là où des fois, on est confronté à soi, on se regarde et on n'est pas comme on voudrait, quoi. Et si en plus, les gens vous maltraitent esthétiquement, quoi, je veux dire, au niveau d'images, de la façon qu'ils ont de vous voir, ça peut être vraiment douloureux, quoi. Et disons que maintenant, comme je prends les choses en main, parce que moi, c'est moi qui gère mon album, c'est moi qui vais gérer mes clips et tout, j'ai la rage, quoi. parce que je suis pas d'accord avec ce qu'on a fait et du coup je vais me battre pour essayer de proposer d'autres choses qui me correspondent et avec lesquelles je serai en accord et qui porteront ma musique. C'est vrai que pour moi c'est plus la tristesse en fait c'est plus la confusion, la tristesse, le manque qui pour moi font que je crée des chansons parce qu'en fait quand on crée quelque chose, c'est qu'on estime qu'il y a un vide. Sinon, si tout était comblé, on se dirait tout est bien comme ça. Et en fait, c'est ça qui donne envie de créer des choses, c'est de sublimer une peine, transformer sa peine. Et c'est vrai que moi, quand je suis joyeuse, je mets du son qui me plaît et qui est joyeux, qui a la pêche, mais ça ne viendra pas de moi. Et c'est vrai que des fois, on me dit, vas-y, fais des trucs gays, mais en fait, c'est pas, je fonctionne pas comme ça. Par contre, des artistes, ils arrivent tout à fait à faire ça, et en même temps, ce qui compte, c'est qu'il y a quand même pour moi, ce qui fait que j'ai l'impression que ma musique, elle peut être profonde, mais pas forcément triste, c'est qu'il y a toujours une idée de groove et de swing qui fait que quelque chose qui avance, quoi, et qui fait que allez, on se laisse pas abattre et tout.
Mais c'est vrai que faut pas attendre de moi des choses hyper, voilà quoi, gay quoi. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Je suis fan de la première œuvre aussi. Voilà. Je suis très fan aussi de Mathieu Bogart. Et je me souviens qu'il avait fait dans une interview une réflexion sur le fait que des fois, au moment de la création, on se disait ça va marcher, je tiens un truc, je crois que bon, là ça sonne bien, voilà, etc. Et puis au fur et à mesure des concerts et de ce qui se passe, on se rend compte que le public accroche absolument pas au truc, ou ne comprend absolument pas ce qu'on voulait dire. À un tel point même derrière, des fois que certaines chansons, une fois qu'elles nous ont échappé, voilà, elles nous reviennent et les gens nous disent « Ah, c'est merveilleux ce que tu as voulu dire en disant ça ». Et ils disent un truc qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voulait exprimer au départ, ou alors les gens projettent un truc qu'on n'avait absolument pas... Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, déjà? Et quelle est la chanson sur laquelle ça a été le plus marquant? Alors, je crois que ça m'est jamais arrivé qu'on... Enfin, je réfléchis, mais j'ai l'impression que ça m'est jamais arrivé vraiment que quelqu'un, justement, qu'il y ait un décalage entre ce que moi j'ai voulu dire et une personne qui se raconte son histoire. Après, parfois moi-même je ne sais même pas ce que j'ai voulu dire, alors c'est compliqué. Mais c'est vrai que on est un peu tout seul avec nos mots et tout, et c'est vrai que l'autre personne, l'auditeur fait aussi la chanson, c'est ce qu'on dit, comme pour un livre par exemple, où le lecteur fait le livre quelque part en le lisant, et ça lui donne une sorte de tribune, quoi, quelque part. Mais j'ai jamais eu trop de décalage, mais ça c'est vrai que c'est imprévisible, mais je comprends Mathieu Bogart, c'est effectivement, des fois on se sent très sûr de ses mots, mais parfois on se comprend que tout seul, quoi. Et parfois il y a aussi des gens qui, des années après, moi je sais pas, ça m'arrive par rapport à certains albums où il y a des gens qui me disent voilà, tel album, bon je suis un peu passé à côté, j'ai pas, voilà. Et en fait ils le réécoutent et ils le trouvent super, mais 4 ans après. Et du coup il y a des mots qui arrivent vraiment très directement, et il y a parfois des morceaux qui ont besoin de plusieurs écoutes. Et moi-même, des fois, je fais cet exercice parce que je me dis peut-être qu'il y a des choses que je vais louper par rapport à tel artiste. Et même par rapport à un artiste, on peut aimer un morceau pendant, je sais pas, voilà, et en négliger d'autres. Et finalement, on en aime d'autres, et on est très surpris en fait de se dire tiens, finalement, il me touche en fait. Quand je fais un morceau, je pense vraiment que je me positionne pas en tant qu'interprète. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, je me pose plus la question. Je suis dans le processus direct de la chanson, c'est-à-dire que j'ai ma guitare et je suis en train de trouver les mots et d'écrire. Donc le travail d'interprète, il se fait déjà dès la compo quelque part. Il se fait déjà en sculptant la statue quelque part. Je sais pas comment dire. Mais parfois, ce qui est un peu bizarre, c'est que voilà, comme je doute beaucoup en fait de ce que je fais, quoi. Et parfois, pour m'extraire, j'ai besoin d'imaginer une autre fille chanter la chanson, par exemple. C'est débile, hein. Parce qu'en fait, des fois, si c'est moi, je trouve ça pas bien. Si je me vois moi chanter, et du coup, je m'imagine une autre fille chanter la chanson, et ça me permet d'avoir une distance. Et là, je peux me dire, tiens, ça peut être valable ou pas, mais en tout cas, par rapport à l'interprétation, l'étape vraiment interprétation, c'est surtout quand je suis en concert, en fait. C'est-à-dire que même quand je suis en studio, j'ai pas encore poussé la phase interprétation, le chant, je le nuance comme ça et tout. Ça se fait vraiment en concert parce que les gens, c'est grâce au public, je trouve, que l'interprétation évolue. Et c'est ce qu'attend le public, et pour moi, c'est palpable dans l'air. C'est l'attente du public qui, pour moi, crée mon interprétation. C'est ce que je ressens des gens. Et du coup, ça, c'est vraiment l'étape sur scène. Alors du coup, on va passer à la suite. J'ai choisi 2 petites citations. La première de Héloïse Letissé de Christine and the Queens, qui est « Mon écriture se concentre sur les sonorités. Même quand j'écris en français, je préfère toujours un mot qui swing. Ce mot est horrible à des choses trop bavardes. »
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que c'est pareil pour vous ou complètement différent? Non, en fait, je comprends tout à fait et je suis vraiment d'accord. Et en fait, disons que moi, dans l'écriture, je ne suis pas encore à cette étape-là, au sens où je suis encore beaucoup dans le sens. Et j'ai besoin encore d'être en possession de mes phrases et que ce soit construit et tout. Et c'est vrai que je pense qu'elle a réussi à s'échapper de ça, au sens où c'est que de la poésie, quoi. C'est très pur. C'est beaucoup d'images, beaucoup d'images, beaucoup d'images. Et pourtant, le sens est toujours là. Mais c'est vrai que elle va pas se dire, tiens, ma phrase, peut-être là, elle est mal tournée. Elle s'en fout. Ça la préoccupe pas. Moi, je suis un peu dans... Je cherche à aller dans ce sens où, effectivement, il faut que les mots aient leur indépendance. Et s'ils se placent là, avec telle note, et que ça sonne, c'est ça le but, vraiment. Comme en anglais, quoi. Alors, l'anglais, ça sonne tout seul. Et disons que c'est un peu ce à quoi je tends. Et je pense qu'elle, vraiment, elle a trouvé ça, quoi. Comme, par exemple, quand Bachung chante, les phrases ont un sens, mais c'est pas rédigé, c'est que des images jetées comme ça, mais c'est tellement maîtrisé que c'est bon, ces auteurs n'ont qu'à jeter ces images et le sens est déjà là parce que ça a tellement mûri qu'ils n'ont même plus besoin de faire de la syntaxe quelque part. Et alors, du coup, deuxième citation de Sting qui nous dit « On n'arrête jamais une œuvre, on l'abandonne, c'est tout ». Ouais, mais en même temps, on l'abandonne, c'est bizarre comme mot, parce que est-ce que c'est... c'est bizarre. J'arrive pas à savoir comment le prendre, c'est-à-dire est-ce que c'est on abandonne parce qu'on laisse un peu de côté, ou vraiment on l'abandonne à tout jamais, et... Après, je pense que on est ce qu'on est, c'est-à-dire que quand on est musicien, on l'est toute sa vie, quand on est danseur, on l'est toute sa vie. Après, on l'exprime ou pas, mais c'est toujours quelque chose qui vit en soi, quoi. Et c'est vrai que moi, par exemple, faire de la musique, pour moi, c'est plus fort que moi, quoi. Même si des fois, je la déteste. Je peux pas m'empêcher de chanter, je peux pas... Voilà, mais après... peut-être qu'on l'abandonne, mais en fait, c'est vraiment c'est un couvercle peut-être qu'on met à un moment, mais c'est toujours là, ça bouillonne toujours, et même pour un cinéaste, je sais pas, pour un plasticien, je pense que le geste est toujours là. Après, peut-être qu'il s'occupe de faire autre chose, mais le geste, l'intention, je pense qu'elle est toujours au fond de nous, en fait.